Et bonjour, aujourd'hui on va voir un modificateur dont on sert souvent, c'est le subdivision surface. Donc je vais me caler, hop, je vais même vous ouvrir Start Display avec le texte ici, et on va bouger le truc de ce côté là, voilà. Et je vais agrandir mon image, ça sera mieux pour voir. Donc je pars d'un cube, hein, ça sera un bon exemple, et je vais tout de suite passer en mode edit, et je vais aller mettre mon modificateur. Alors le modificateur, là je suis en mode français, donc vous voyez il s'appelle subdivision de surface. Quand je l'ouvre, je reste en mode français. On obtient tout de suite une division de chaque face en 4 faces, donc ça divise par 2, hein, comme une subdivision normale. Et on voit, vous regardez le modificateur comment il se présente, donc on peut appliquer ou copier. Quand on fait une copie, on double le modificateur, ça c'est comme pour tous les modificateurs. On a le type de subdivision que vous allez pouvoir appliquer sur le Catmull Clark avec un calcul d'arrondi, hein, ou en mode simple. C'est-à-dire que là, il se contente de couper en deux les faces, mais ça reste plat. Et Catmull Clark, ça fait un arrondi entre chaque face, ça fait un smooth, on va dire. Ici, le nombre de subdivisions que l'on va appliquer à l'objet en mode en vue 3D ou en mode rendu quand on fait un rendu. Là, en vue 3D, j'ai une subdivision. Par exemple, si j'en mets 2, 3, on voit que ça augmente le nombre de subdivisions. On voit les petites facettes qui apparaissent. Et en mode rendu, là je suis à 2 par exemple. Si je fais un F12 pour faire un rendu, on voit que je suis qu'à 2. Si je mets rendu à 1 et je refais un F12, on voit que la subdivision n'a pas est inférieure. Voilà, donc je reviens. Ici on a toujours le cube d'origine qui est visible, hein, la forme d'origine, la shape d'origine qui est visible. Si on veut que cette forme d'origine soit appliquée à notre objet directement pour travailler dessus, on peut cliquer ici. Alors ici il y a le mode edit comme pour les modificateurs standards. Hein, si je clique dessus, le modificateur n'est pas visible dans le mode edit. Hein. Si je clique dessus, on voit le modificateur, on voit ce que ça donne en mode edit. Et si je plaque ici, je clique ici, il est carrément appliqué en mode edit. Enfin appliqué. Le maillage colle au résultat en mode edit. Comme on a le même résultat que en mode objet. Voilà. En mode objet, on voit quelque chose de plus, comme dans tous les modificateurs, on voit ici le nombre de vertices réels qui sont créés si on applique le modificateur. Là, je suis à 384 faces. Si j'augmente le nombre dans la vue, 4, 5, je vais monter à 6000 faces et on voit que ça devient très serré. Alors en principe, quand on est comme ça, on se met en mode ombrage adouci. Hein, c'est le smooth au niveau du shading. Et je vais repasser en anglais pour que l'on comprenne mieux. Alors bon, pour passer en anglais, préférence utilisateur. Ici, je vais dans Système, je vais sur l'interface, je vais garder les infobulles en français et je mets l'interface en anglais. Donc je décoche le French. Voilà. Et donc du coup, ben, je vois, ça s'appelle Shading Smooth ici, ou en flat pour avoir les facettes visibles. Donc en smooth. Quoi d'autre? Alors bon, on voit maintenant Apply, Copy, Catmull Clark qui est simple, les subdivisions, View et Render, donc j'ai déjà tout expliqué ça. Il y a autre chose, le subdivise UV. Alors ça permet d'appliquer les subdivisions sur le dépliage UV. Optimal Display, ça permet d'optimiser la visualisation. Alors là, pour le visualiser, pour voir vraiment la différence, c'est en mode, par exemple, maillage, qu'on va bien voir la différence. Si j'appuie sur Z, voilà, Z ici, donc le maillage ici, wireframe. Là, on voit soit en Optimal Display, et on voit le maillage d'origine, hein, qui est simple, on voit pas les subdivisions, donc ça fait moins de calculs. Et si on le décoche, on va avoir toutes les subdivisions visibles, comme si on l'avait appliqué. Hein. Donc là, je suis en mode wireframe. Donc, Optimal Display, ça nous permet de garder les arêtes d'origine. Donc, je repasse en mode Edit maintenant, toujours en mode. Et je sors du mode wireframe. Ici, pour revenir en mode solide. Voilà. Pour la subdivision, ici,
je vais quand même vous montrer ce que ça peut donner. Genre, ici, si je fais en mode face, je vais extruder. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand on a plein de faces et on a un maillage, un gros maillage pour travailler. Donc, par exemple, si je me fais un extrude, E, on voit tout de suite le résultat. Encore un E ici. Alors, si je veux, je peux très bien descendre ici en mode vue à 0 pour me remettre comme j'étais par l'origine. Donc là, je peux attraper ça et faire un scale. Alors, je vais le laisser simple. Je vais attraper celle-là, je vais faire un scale. Voilà, par exemple, je refais un E ici. J'attrape ça. Je fais un scale. Je refais un extrude. Et je fais un scale ici. Voilà. Et ça, si j'augmente le nombre de subdivisions, on voit tout de suite la différence. Hein. Et je vais faire une uki, par exemple, avec 4 subdivisions. Ça donne quelque chose de très lisse. Et là, on peut travailler aussi directement sur notre maillage. Alors, ce qu'on obtient si je serre très très fort, vous voyez, c'est même en serrant au maximum, en faisant un S0 carrément, on voit que je ne suis pas à 0, c'est pas fermé. Et si je monte, plus je descends dans les subdivisions, on a bien le point 0 ici. Par contre, la subdivision va élargir à cause du calcul Kelvin-Clark qui va adoucir l'arrondi. Si je veux vraiment le serrer à 0 ici, il va falloir que je rajoute une loupe ici au-dessus ou en dessous. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait un CTRL R, on rajoute une loupe. Voilà, je la valide et je la rapproche. Je la fais monter pour la rapprocher. Et du coup, voilà, j'arrive bien à 1.0. J'en rajoute une là, il faudra que j'en rajoute une en haut aussi pour durcir le système. Voilà, CTRL Z. Soit je peux aussi mettre une loupe au milieu. CTRL R. Ah, je peux pas trop la mettre au milieu parce qu'il est déjà très serré. Donc j'arrive pas trop à le mettre au milieu. Donc je vais faire un S pour l'agrandir. Qu'est-ce qu'il me fait là? Attendez, je vais descendre. Eh oui, il faut faire un S. Là, je l'ai un peu scotché au milieu. On va faire des CTRL Z si j'arrive à écarter. Voilà. Donc là, je resserre sans aller jusqu'au point 0. Et quand je monte, évidemment, ça relâche. Alors, si je mets une loupe par contre ici, un CTRL R, je peux le mettre au milieu. Voilà, du coup, ça va me permettre et un S dessus, de le serrer pour de bon. Parce que ça me fait comme si je mettais une loupe au-dessus et en dessous. D'accord? Donc ça, c'est une des façons avec un S. Et encore, on ne peut pas le serrer trop non plus. Donc voilà, vous avez les façons de faire. Après, il y a une autre façon, c'est de mettre cette loupe là. Alors, je vais faire un S pour agrandir. Et demander à ce qu'il ne fasse pas d'arrondi. Et là, pour pas qu'il fasse d'arrondi, il faut aller, on va peut-être mieux le voir ailleurs. Voilà. Sur ces bords-là, par exemple. Alors, je vais descendre ici, je vais me mettre comme ça pour visualiser la forme d'origine. Voilà. Là, par exemple, si je veux que mon objet, que le bas de mon objet, par exemple, colle sur la face du bas. Voilà. Je vais mettre en mode face. J'ai deux solutions. Soit j'extrude ou je fais un CTRL R à l'horizontale et je tire vers le bas. Donc là, ça me fait descendre vers le bas, mais il est pas collé sur les bords. Maintenant, si je veux que ça colle sur les bords, alors ça c'est en général, c'est le genre de, c'est ce qu'on utilise en général. On peut aussi faire un extrude carrément, ce qui revient au même, d'extruder la face du bas, ce qui revient à rajouter une épaisseur. On peut même en faire une deuxième, CTRL R, et durcir encore plus le fond de ma forme. D'accord? Donc avec les loupes, on augmente les loupes, donc du coup on densifie le maillage en fin de compte. Il y a une autre solution qui est pas mal, c'est on sélectionne la face du fond et on va augmenter ou diminuer ce qu'on appelle le grise, le poids du Kelvin-Clark en fin de compte. La façon dont c'est calculé. Et ça se calcule ici sur le min grise. Donc on sélectionne les edges ou les vertices qui sont concernés par notre opération.
Là, en l'occurrence, je prends la face du fond et j'augmente le min-crease. Et là, du coup, on va voir que si je me mets à 1, on a le minimum de... en fait, compte sur cette face-là, il n'y a pas de Catmull-Clark. On passe en subdivision à 1 et ça colle au plus bas. Alors, on a quand même un effet d'ombrage qui est pas très joli, qu'on va corriger en mettant justement une loupe pour corriger cet ombrage. Voilà, donc en fait, quand on en met quand même une de loupe là pour le coup. Et ou alors on met une face en dessous, pareil, pour augmenter pour densifier le système. Mais l'avantage du min-crease, CTRL Z, je vais enlever la loupe, c'est qu'on peut travailler que sur certaines parties. C'est-à-dire que là, si on mettait qu'une seule loupe, on faisait l'ensemble, mais là, si je veux avoir que ces trois côtés-là qui sont durs, eh ben, je fais le min-crease sur ces trois-là, et du coup, ça va plaquer sur ces trois-là. Et là, si je mets une loupe, pour le coup, ben, la loupe, elle va avoir tendance à me déformer l'ensemble. Donc ça tire pas le maillage, le min-crease conserve bien la forme. Hein. Donc là, à la limite, je pourrais faire un I. Et même si je fais un I, je vais ramener tout vers le bas, donc c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, voilà, on a le maillage qui va être détourné. Pareil, si je sélectionne ça, cette face-là, ou juste ce côté-là, ici, et celui-là, et j'augmente le min-crease sur cette partie-là, voilà, je vais coller, mon objet va coller sur ces faces-là. Donc ça permet d'obtenir des déformations sans avoir à toucher le maillage. Donc du coup, on règle bien, grâce au min-crease, on peut régler la force du Catmull-Clark, hein, de l'adoucissement provoqué par le Catmull-Clark. Par contre, si on a une loupe complète à rapprocher ou à resserrer, le CTRL R reste une très bonne solution pour choisir un durcissement. Je fais un S, voilà, j'augmente, ou je tire mon objet. Par contre, là, avec le S que j'ai, si je mets qui était sélectionné, si j'augmente le min-crease dessus, je vais pareil obtenir, durcir pouvoir choisir si c'est plus ou moins dur, quoi. Hein. Et ça va coller aux faces. Je peux le faire aussi sur les edges. De toute façon, ce sont et sur les vertices. De toute façon, ce sont les vertices qui obtiennent un poids spécifique. Là, je sélectionne que celui-là. J'ai augmenté. Ah non, c'est sur les edges. J'allais augmenter le bevel weight. Donc c'est bien sur les edges pour pouvoir avoir un min-crease. Donc minimum crease, on augmente le crease de cette partie-là, ce qui aura pour effet d'attirer vers lui. Donc voilà, c'est pas mal. Donc après, vous avez quoi d'autre à regarder? Le fait de pouvoir cocher subdivise UV, c'est quand on fait le dépliage. Alors quand on fait un dépliage UV, alors on va faire le dépliage UV de cet objet. Vite fait, je vais passer ici en mode UV Image Editor. Ouais, je vais faire une nouvelle image. Voilà. Et je vais revenir ici et je vais faire son dépliage vite fait. Alors pour faire un dépliage ici histoire, je vais, bon, c'est une, en fait compte c'est un cylindre, hein. Donc je fais courir une ligne pour découper mon cylindre, c'est comme un cylindre en fin de compte, et je vais dégager les deux bouts. Hop, hop, voilà, qui va pouvoir se lever ici, et hop, 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 je fais un dépliage comme ça pour ces trois là, et je vais marquer CTRL E A pour marquer les points de découpe. Et je me remets en vue de face, je fais Shift barre pour voir les deux, je sélectionne tout et je fais un unwrap. Alors quand je fais un unwrap, on obtient ce genre de forme qui n'est pas très joli, parce que là vous voyez ici sur le côté j'ai pas subdivision mode inférieur utilisé. Si je le coche, voilà, ça me redresse un peu le maillage, et si j'augmente le nombre de subdivisions ici, eh ben quand je fais unwrap, ça calcule plus longtemps parce qu'il tient compte de toutes les faces, comment elles sont déformées.
Alors j'ai cliqué dessus, il faut que j'attende un peu, j'ai peut-être mis beaucoup de faces. Alors je vais regarder. Voilà, on voit que ça bosse. Hein, sur les processeurs, là j'en ai un qui bosse beaucoup, quoi. Voilà, ça redescend. Et la représentation est un peu mieux, on va dire. Donc ouais, ça adoucit, ça fait des arrondis ici. Alors que si je descends à 1, on devrait obtenir à peu près le même genre de forme. Voilà. Vous voyez, on voit les arrondis, comment ils sont gérés. Si je le mets pas, et je fais un wrap, voilà. Ça c'est sans, ça c'est avec. Mais pour qu'il le calcule, il faut qu'il y ait au moins un modificateur subdivisé en surface enclenché. Si je le supprime, il va me dire en haut qu'il en faut un. Et même s'il est à 0, ça donne un U, un wrap, voilà, c'est pareil. Même s'il est à 0, en fait, compte, ça fait pareil. Il tient compte ou pas. Et avec, là, pour le coup, c'est plus droit. Après, quand vous montez, normalement, à 2-3, on devrait avoir des meilleurs résultats sur le rendu du... Vous voyez, ça déforme. Ça tient compte de la déformation qu'on a en réel. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le Open Subdivise, c'est une nouvelle technologie qui est arrivée. J'ai pas trouvé que ça marchait très très bien sur ma version. Avec mon Blender. Je sais pas pourquoi. Normalement, c'est censé bien accélérer les rendus en animation ou même quand on déforme l'objet en live. Mais chez moi, bon, normalement, il faut le cocher. Et il faut, bon, c'est pas en mode edit, c'est en mode objet ou en mode animation, on va dire. Et c'est censé accélérer le rendu quand ça calcule. Et surtout, il faut que ça soit coché dans les user préférences. Ici, voilà, ici on a ici la façon dont ça va calculer le Open Subdivise Compute. On a ici le type de calcul, soit avec le CPU, soit OpenMP. Vous pourrez faire des essais. J'ai pas le CUDA là-dedans d'ailleurs. Mais bon, pour moi, ça marche pas plus vite. Donc je pense que ça devrait marcher plus vite. J'ai vu des vidéos où quand c'était encore en test, où ça marchait beaucoup plus vite. Il y avait 40% d'augmentation dans des animations jouées avec le Open Subdivise. Ce qui permettait de faire les animations en ayant les subdivisions enclenchées avec un bon niveau, sans trop laguer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que par exemple, quand on est en cycle render, ici, alors si je me mets en cycle render, je vais vous mettre ça ici pour vous voyez un peu les processeurs tourner et la mémoire. Donc on voit la mémoire ici, là j'ai 16 Go et puis j'ai un swap de 4 Go. Donc là je tourne que sur les 16 Go, les processeurs ne tournent pas, donc là ça va. Mais si j'augmente, si je suis en mode rendu, ici, mode rendu, là tout de suite on va commencer à grimper en mémoire dès que je vais monter ici en subdivision. Alors ce qu'il faut regarder, alors je vais sortir de l'Open Subdivise, voilà, et on va regarder en mode render de cycle. Alors là ça bouge bien sans trop de problème. Monitor système, voilà, et dès qu'on bouge l'image, vous voyez, ça pousse sur les processeurs. Là d'accord, par contre au niveau de la mémoire ça bouge pas. Donc bon, c'est que de la puissance de calcul. Là j'ai 1900 vertices et je vais pousser. Donc on va pousser 4, 5, 30 000. À 6, je suis à 122 000 vertices. Ok. On va monter encore. Alors à 6, je suis à fond. Hein, donc je vais l'appliquer. Applique et je vais repartir de là en subdivisant surface. Et donc du coup là je suis déjà à 491 000 vertices. Et on va monter encore un peu. Voilà, ça bosse. Et on voit la mémoire qui commence à faire des petits bonds. Je suis à 1,9 million vertices. Donc là je regarde ce que je consomme. Bon, je suis à 3,3 Go de consommé, rien sur le swap. On va pousser. Et là on voit tout de suite en mode cycle que ça commence à monter en mémoire. Je suis à 5 Go de bouffée alors que j'ai 2 millions de vertices. Ah non, je suis à 7 millions de vertices.
Voilà, et c'est là qu'on voit vous voyez, 7,8 millions de vertiges, je suis à 6 Go de manger sur ma mémoire. Donc j'ai remarqué qu'il y a quand même une corrélation, enfin, grosso modo, quand on atteint ces tailles-là, à 7 millions, on est à 6 Go. Si je fais une fois 2, je vais monter encore. Donc chaque fois, ça multiplie par 4, hein, le nombre à chaque fois, et donc cette fois... Donc là, je les ai très un peu haut. Et là, on voit la mémoire qui grimpe, le temps qu'il est en train de calculer. Parce que 4 x 7, 28, je devrais monter au-dessus des 16 Go, et les 4 Go ne vont pas me suffire ici au niveau du swap. Vous allez voir ce qui se passe, je vais faire cracher. Voilà, je suis là, commence à la mémoire que dure. Sauf que comme il me 20 et quelques Go, que je n'ai pas quelques Go trop petit, eh ben, il va me dire bye bye. Bon, parce que c'est du Linux. On attend que ça bout. Un peu de ça. Je sens que ça va pas tarder à dégager. Cracher. Bon, de toute façon, normalement, il devrait cracher si j'ai cliqué un coup pour redescendre des fois qu'il reprenne la main. Mais voilà, voilà. Là, j'ai mon Blender qui a craché. Alors, ça s'est passé comme je pensais. C'est-à-dire, je suis arrivé au taquet, la mémoire, on est arrivé au bout. J'ai saturé le swap, j'ai saturé toute la mémoire. Et mon Blender a craché et il s'est fermé. Sous Windows, je ne sais pas si ça fait pareil, mais ou s'il vous bloque et qu'il attend que vous fermiez vous-même, ou si c'est carrément le PC qui crache. Enfin, en tout cas, moi, c'est quand Linux a dit qu'il en avait marre d'être au taquet, il a fermé la fenêtre. Et il m'a rendu la main, gentiment. Donc voilà, c'était la dernière petite démonstration que je voulais vous montrer. Donc quand vous montez en millions de faces, sachez qu'il faut avoir assez de mémoire. Si vous avez que 4 Go de RAM, et même si vous avez 4 Go de swap derrière, de disque de mémoire simulée sur votre disque dur, hein, donc, eh ben, vous aurez maximum 8000 faces. Après, au-delà, vous allez avoir des soucis. Voilà, bon, je pense que ça suffira pour cette démonstration. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour la suite.